7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h16, merci d'être avec nous. On va parler de cette génération surdiplômée. En tout cas, c'est le titre du film, les 20% qui transforment la France aux éditions Odile Jacob. Avec nous pour en parler ce matin, Monique Dagneau, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue au CNRS et spécialiste des médias, d'Internet et de la culture justement des jeunes. Oui, bonjour. Donc, vous avez coécrit ce livre avec Jean-Laurent Casselli, hein, c'est ça. Alors, Monique Dagneau, pourquoi déjà vous vous êtes intéressée à ces super diplômés, hein? On dit que c'est 20% à peu près, c'est ça qui ont aujourd'hui des générations qui ont du bac plus 5, quoi. Bac plus 5, mais ça veut dire aussi éventuellement un doctorat et une école, petite ou grande. Et donc, ce sont des gens quand même qui sont dotés d'un très très bon capital scolaire. Et pourquoi je me suis intéressée à ça ? En fait, vous avez dit qu'au départ, je suis une spécialiste du monde numérique, des médias. Et quand le numérique s'est développé dans les années 2000 avec les réseaux sociaux, beaucoup de personnes, en particulier dans l'univers éducatif, pensaient que ça allait donner une chance à des jeunes qui justement n'ont pas nécessairement sont pas des bons élèves, mais qui seraient extrêmement compétents dans l'univers du numérique, avec l'état d'esprit que ça suppose, la mentalité que ça suppose. En fait, pas du tout. Plus je travaillais sur ces sujets-là, plus je me suis aperçue que, en fait, ce sont des gens capés. Dans le monde du numérique, c'est-à-dire il y a tout un ensemble de nouvelles professions qui se sont développées. Ou même si vous prenez les dirigeants des grandes entreprises ou qui lancent des start-up, eh bien, ils sont incroyablement diplômés. Mais c'est bac plus, c'est pas bac plus 5. C'est bac plus 12. Plus 10. Donc ça m'a énormément surprise. Et donc du coup, en fait, je m'intéresse aussi évidemment beaucoup à l'éducation. Et avec Jean-Laurent, qui lui aussi s'intéresse à la question de l'éducation et aux jeunes justement qui ont des diplômes, font autre chose finalement que ce pourquoi ils étaient destinés, qui deviennent un peu dissidents, qui deviennent, je sais pas, boulangers ou plombiers. Bon, tous les deux, on se connaissait par Slate, où on avait tous les deux été moi comme chercheur, des rédacteurs. Ouais. On a réfléchi et on s'est dit qu'il y avait véritablement un sujet. Et en fait, ce sujet, il est beaucoup traité dans la sociologie américaine, parce qu'aux États-Unis, on s'intéresse énormément à la question du diplôme, de ce qu'on appelle la professional managerial class, ce qu'on appelle aussi les manipulateurs de symboles, parce qu'il y a une vision un peu abstraite. Donc, il y a énormément de travaux. En France, c'est, disons, le prisme par lequel on regarde la société, c'est plutôt capital-travail, et puis ensuite, comment les classes moyennes se distribuent entre des cadres supérieurs qui vont soutenir le monde dirigeant et puis disons des professions intellectuelles un peu déclassées et qui vont rejoindre les couches populaires. Ouais, voilà. et Monique Dagneau, ce que vous avez découvert finalement en menant cette étude, c'est que ce n'est pas un groupe homogène en même temps. Ces jeunes avec le même mode de vie, le même raisonnement de ces bac plus 5, des gens qui sont amenés normalement à être dans les élites, à guider un peu le pays, à être au pouvoir, etc. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Alors, d'abord, il faut bien remarquer que dans ce groupe, donc qui est quand même vraiment capé, comme vous dites, il y a des différences de salaire absolument spectaculaires. Oui. On parlait de 1 500 € à la base, alors pour disons, un entrepreneur social, mais aussi c'est un choix. Quelqu'un, si vous avez fait l'ESSEC et que vous êtes entrepreneur social, en gagnant, disons, autour de 2 000 €, c'est que vraiment vous avez fait un choix de vie, un choix aussi presque militant, au sens pas politique du terme. Oui, parce que quand vous sortez d'une grande école, comme ça, vous avez des entreprises qui vous attendent avec des salaires de 5 000 €, quoi, normalement, pour démarrer, 4-5 000. Alors, c'est un peu plus compliqué. Si vous sortez d'une très très grande école de commerce ou d'ingénieur, vous êtes employé. Enfin, jusqu'à la période Covid. Vous êtes employé avant même d'être sorti. Par contre, si vous êtes enseignant, c'est pas du tout la même chose. Vous gagnez de toute façon au début très peu, un peu plus de 2 000 €. Et puis, votre avancement en termes de salaire va être quand même assez lent et va pas aller très loin. Par contre, si vous êtes dans le domaine, dans le privé, et que vous avez un bon diplôme, c'est vrai que vous pouvez faire au départ peut-être avec un salaire, disons, de 4 000 €, mais ensuite ça
ça va aller très 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 vite. Et donc, si vous entrez dans l'industrie de la tech, enfin avec les entités françaises de Google ou autres, ça peut s'envoler. Ça s'envole, ouais. Absolument. Donc, c'est pas une population unifiée par les moyens économiques, mais c'est une population qui est unifiée par une vision de sa vie, une vie désirable, avec le mode de vie. Je vous donne juste un exemple. Oui, bien sûr. Par exemple, c'est la seule population qui n'utilise pratiquement pas l'automobile. Toutes les autres catégories d'âge et catégories de diplôme sont au contraire, 80% des personnes utilisent l'automobile, pas ces gens-là qui vivent plutôt dans les centres urbains et qui se déplacent, vélo, trottinette, et puis aussi les transports en commun, évidemment. Donc, ils ont à la fois un mode de vie, des aspirations sensiblement décalées par rapport au reste de la société. Et si vous rajoutez une autre dimension, qui est la dimension politique, eh bien, ils votent. Alors, ils votent sûrement pas à droite et encore moins à l'extrême droite. Ils sont entre le centre-gauche et l'extrême gauche, où beaucoup, effectivement, la pensée verte, la vision écologique est très présente chez eux. Donc, ils fréquentent, une partie d'entre eux ne fréquentent que des personnes qui ont un bac plus 5 ou plus. Ils ne se mettent en couple qu'avec des personnes du même niveau scolaire. Oui, c'est très clanique en fait. Et donc, il y a quelque chose, effectivement, c'est une population qui, à certains égards, est assez homogène, je dirais, par sa vision du monde et par ses aspirations. Et c'est ce que vous appelez justement la nouvelle fracture, parce qu'avant, vous le dites, hein, on opposait les 1% de riches aux 99% de pauvres, et aujourd'hui la fracture se déplace. Alors, c'est plutôt les 1% et les 99%, c'est une vision très politique. Hein. La société est infiniment plus complexe que cela, mais disons, c'est un slogan percutant. En revanche, les diplômés, finalement, il y a une quarantaine d'années, ils n'étaient pas si nombreux. Donc, ils ne constituaient pas une population véritablement qui pesait dans la société. Et alors qu'aujourd'hui, 20%, un jeune sur 5 appartient à ce monde-là, c'est beaucoup. Et donc, ils ont un poids à la fois en termes de modèle de comportement, de vision politique, de rapport à l'éducation, par exemple. Un des aspects qu'on a mis beaucoup en avant, c'est l'investissement absolument incroyable qu'ils mettent dans la parentalité. C'est quasiment devenu un métier. Et donc, du coup, ils forment en plus, ils peuvent utiliser le télétravail beaucoup plus que les autres catégories sociales. Donc, c'est une population qui, par son mode de vie, peut être soit rejetée ou au contraire apparaître avoir des situations très désirables, même si certains ne gagnent pas trop d'argent. Je reviens sur leur éducation parce que vous en parlez. Ce sont quand même des gens qui sont issus de milieux, pas bourgeois, mais en tout cas éduqués, c'est-à-dire qu'ils ont eu accès aux livres très jeunes. Ils ont souvent des parents qui sont profs ou qui sont dans l'éducation nationale, donc c'est propice finalement aux études. Alors de ce point de vue-là, on peut dire qu'il n'y a rien de nouveau, c'est-à-dire ils appartiennent à la bourgeoisie culturelle, soit effectivement avec des parents en général qui ont quand même un bon niveau de diplôme eux aussi, et qui se sont efforcés effectivement de les amener le plus loin possible dans le système éducatif. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas nouveau. Par contre, la reproduction sociale, elle se fait différemment. C'est-à-dire, les parents avaient une certaine vision, choisissaient certains métiers. Aujourd'hui, les métiers dans la lumière, ce sont d'autres métiers, et notamment des métiers qui sont liés à cette transition numérique ou transition écologique. Et donc, on peut dire que finalement, c'est toujours la même chose. Les gens se reproduisent, c'est toujours la bourgeoisie culturelle ou cultivée ou même économique qui arrive à bien placer ses enfants. En revanche, les enfants, ils veulent autre chose. Voilà, grosso modo, pour résumer, en termes de métier, en termes de mode de vie, etc. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que cette enquête, vous l'avez menée, donc vous avez mené beaucoup d'entretiens, hein, donc, beaucoup d'entretiens, mais aussi on a fait une enquête quantitative avec l'IFOP, où on leur a posé un certain nombre de questions. Et alors, excusez-moi, l'enquête quantitative séparait bien dans les niveaux de diplôme, entre ceux qui avaient fait une classe préparatoire, ceux qui avaient fait une filière scientifique ou une filière plus littéraire. Donc, ça nous a permis de mieux cerner cette population
Ouais. dans sa composante, sa diversité. Est-ce qu'elle est homogène sur tout le territoire aussi? Ou est-ce que j'avais l'impression en lisant que c'était quand même assez, j'allais dire francilien ou parisien, et peut-être un petit peu moins sur tout le territoire, à Urbain, Bordeaux, c'était très urbain. oui, c'est ça, à Montpellier, à Carcassonne ou ailleurs, quoi. Alors, dans cette fraction des 20%, vous avez une partie qui est quand même assez répartie sur le territoire, pendant les professions du droit, l'enseignement, la médecine, évidemment, c'est assez réparti. Et d'ailleurs, du coup, ces personnes-là ont quand même un contact avec le monde plus large, avec la société. Par contre, les autres, ceux qui sont plutôt justement dans ces nouvelles professions, ils sont extrêmement concentrés dans certains espaces urbains, dans les grandes villes, dans certains quartiers des grandes villes, et eux ont tendance à vivre beaucoup entre eux. À la machine à café de leur entreprise, ils ne rencontrent que les mêmes personnes avec le même niveau de diplôme, et donc ça fait une population qui, elle, on pourrait dire, elle est plutôt éloignée du monde, de la société. Oui, allez, on va poursuivre dans un instant avec vous, Monique Dagneau, et s'interroger notamment si on est en train de vivre aujourd'hui un tournant. Alors c'est vrai que l'enquête, vous l'avez démarrée avant le Covid, mais est-ce que le Covid est en train d'opérer un tournant avec certains qui voulaient vivre leur vie à l'international? J'habite en France, je vais étudier à New York, à Chicago, etc., à Shanghai, je reviens vivre à Paris. Aujourd'hui, il se repose en fait un certain nombre de questions. Est-ce que je ne vais pas aller vivre à 300 km d'une ville, en campagne ou pas? Enfin, il y a toutes ces interrogations, parce qu'ils veulent une nouvelle vie. Encore faut-il la concrétiser, parce que c'est bien dans les intentions, mais derrière, c'est autre chose. On va en parler dans un moment. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. On continue le petit déjeuner de l'actu, ça s'appelle Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France, aux éditions Odile Jacob, coécrit avec Monique Dagneau qui est avec nous ce matin. Merci d'être avec nous, et Jean-Laurent Casselli. Oui, absolument. Et vos questions, vous pouvez nous appeler pendant encore ces 20 minutes avec Monique Dagneau, poser les questions sur cette nouvelle jeunesse des super diplômés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelles sont leurs aspirations? Alors aujourd'hui, est-ce que c'est en train de changer? Vous l'avez écrit, je le disais, votre enquête un peu avant le Covid et encore pendant le Covid. Est-ce qu'il va y avoir un tournant de ces jeunes qui surdiplômés, qui sont avant tout, j'allais dire, mondialistes, quoi. Ils veulent vivre sur l'ensemble de la planète, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus voyager. Ils ne pourront peut-être pas voyager de la même manière demain. Et certains recherchent du mètre carré, de l'espace vert, un peu à la campagne. Oui, alors je ne suis pas futurologue, mais effectivement, on peut anticiper sur le fait qu'ils vont, pour une part, modifier leur mode de vie et leurs aspirations. C'était une population, effectivement, qui était ce qu'on appelle, dans le jargon sociologique, des anywhere, c'est-à-dire des gens qui traversent le monde. Il y a les somewhere. Alors, eux, c'est vraiment typiquement les anywhere. D'ailleurs, 60% d'entre eux, au cours de leurs études, sont allés faire un séjour à l'étranger, plutôt long, alors que pour des personnes qui ont un diplôme beaucoup plus du plus bas niveau, c'est 20%. Donc, eux, vraiment, ils ont cette ouverture vers l'extérieur. Et d'ailleurs, une partie d'entre eux travaillaient à l'extérieur ou travaillaient à l'extérieur, mais ils ont dû revenir et s'adapter. Simplement, avec les outils numériques, on peut être dans sa chambre et travailler avec le monde entier. Ouais, bien sûr. Donc, et ça, ils ont découvert Zoom, enfin, tous ces logiciels qui permettent justement de faire des réunions et de communiquer avec tout le monde dans des conditions assez confortables, tout en restant effectivement chez soi. Et je pense que ça va quand même rester. Ça va rester aussi parce que quand même, ce qu'on dit, c'est-à-dire le Covid va continuer d'exister, peut-être moins dans les pays où il y aura les gens seront vaccinés et ailleurs, donc ça va, à mon avis, réfréner un peu leur goût du large. Mais en même temps, si ça dépend des conditions sanitaires, je pense quand même que ça va quand même leur rester. Mais ce qu'ils vont faire, c'est essayer d'avoir des logements un peu plus grands, parce qu'aujourd'hui on voit dans l'immobilier, on demande une pièce de plus pour pouvoir en faire un bureau. Une partie d'entre eux, peut-être précisément parce qu'ils ont la possibilité d'interagir avec plein de gens et tout en restant chez eux, ils vont peut-être se délocaliser dans des lieux plus éloignés des grands centres urbains. Mais
quand ils se délocalisent, à mon avis, ils veulent retrouver quand même un certain confort de vie, ce qui veut dire des commerces à proximité, des cafés sympas pour un système éducatif, des lieux éducatifs, des lieux culturels. Et donc, faut pas je ne pense pas qu'ils vont aller vivre au fin fond de la Lozère. Non, mais c'est parce qu'ils ont de belles idées sur le principe. D'ailleurs, certains qui s'engagent davantage dans le social, mais après, voilà, on le sait, entre 25 et 35 ans, on peut avoir ses idées. Et après, est-ce qu'on poursuit par la suite? Ils ont quel idéal aujourd'hui? Alors, nous, on résume ça en 3B. Bien-être, bien vivre et faire le bien. Avec un B majuscule. Oui, en fait, ils sont un peu... Morale et éthique. Oui, il y a une dimension très éthique dans leur mode de vie. Par exemple, sur leur mode de consommation, consommer plutôt certaines marques. Disons, c'est des vintage, second hand, enfin des marques de recyclage. Plus que les autres, en fait. Ils sont un peu, de ce point de vue-là, promoteurs d'un certain modèle de consommation. Donc, et ça va absolument pas changer. Donc, la seule chose, effectivement, c'est qu'ils passeront pas, sans doute, leur temps dans les avions, comme beaucoup faisaient auparavant. Ce qui est fou, c'est qu'on parle quand même de 25-40, et vous dites qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils ont assez peu de patrimoine, en fait. Ce ne sont pas des gens qui se sont ancrés, effectivement, dans la pierre, par exemple. Alors, ils ont peu de patrimoine, et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, par exemple, très diplômés, qui vivent dans des studios, alors sans doute pas de 3 mètres carrés, mais et qui, avec un loyer, parce que les loyers sont très, très élevés dans les centres urbains, un loyer de plus de 1000 euros. Donc, alors le problème, c'est qu'on les a après une période de leur vie. Tout change à partir du moment où ils se mettent en couple, ils ont des enfants, on en a quand même vu pas mal. Mais c'est vrai que d'abord, beaucoup économisent pour pouvoir un jour accéder à la propriété, mais on n'a pas trouvé, il y en a bien sûr, on en a quand même trouvé quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité, reposant sur du capital familial et pouvant avoir un salaire faible, mais un grand appartement payé par les parents. On n'en a pas vraiment, enfin peut-être un ou deux évidemment, mais c'était pas la majorité. Et en fait, comme ils sont aussi très flexibles, surtout dans cette période de la vie, ils ne sont pas nécessairement destinés à vouloir prendre un logement, comment dire, être statique. Sédentaire, finalement. Ils se disent qu'ils vont bouger, quoi. Voilà, ils ont l'idée qu'ils vont bouger. Beaucoup disent cela. Alors, c'était avant le Covid. Voilà, c'était avant le Covid. On appelle 0826 300 300 avec Paul qui est avec nous, qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Oui, bonjour à vous tous. C'est encore un débat passionnant. Moi, je voulais intervenir parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle a dit tout à l'heure, notre intervenante. Parce que moi, j'ai ma fille qui est ingénieure. Moi, je suis agriculteur. Elle est en couple avec aussi un ingénieur. Sa mère est fonctionnaire et son père est manutentionnaire. Donc, ce n'est pas vrai du tout. Ce sont des très bons élèves parce que moi, ma fille, c'était la première du lycée. Et son compagnon, il était 2 ou 3e. C'est des gens qui ont beaucoup travaillé et ça n'a rien à voir avec le milieu social. Ça n'a rien à voir du tout parce que nous, on était agriculteurs. On aidait autant que faire se peut pour les devoirs et autres, mais à un niveau, on s'est retrouvé vite dépassé quand même. Il faut rester à notre place. Et par contre, ce qu'il faut dire aujourd'hui, ce qui est dramatique pour cette catégorie-là, parce que c'est des gens diplômés, vaillants, ouverts d'esprit et tout ça, ils se sont retrouvés avec le Covid, notamment les fermetures des filières aéronautiques, automobiles et compagnie. Ils se retrouvent un petit peu en détresse et ils prennent des emplois qui ne correspondent pas du tout à leur diplôme. Sous-dimensionnés. Par contre, c'est un drame. Voilà, et ça, c'est un drame. Parce que moi, j'ai ma fille aujourd'hui, elle travaille en CDD dans une commune. Parce que, évidemment, elle était destinée plus à aller chez Airbus et compagnie, et ça s'est fermé. Par contre, mon gendre, je l'appelle comme ça, lui, il travaille dans le BTP, donc lui, il a eu des offres d'emploi à n'en plus finir. Et alors que votre fille, elle sortait de son école d'ingénieur, et donc elle aurait pu espérer travailler chez Airbus, ou en tout cas dans le secteur, quoi. C'est ça. Sous-traitant, elle avait fait 2 stages dans les sous-traitants, elle avait des promesses d'embauche, et tout s'est fermé avec le Covid. Donc, c'est pas simple. Mais bon, comme c'est des gens volontaires, parce que moi, ma fille, je lui dis, tu peux venir retravailler sur l'exploitation, là, non, elle s'est débrouillée, elle travaille, elle a travaillé. Ils acceptent des postes sous-diplômés au SMIC, parce que il n'y a pas de honte à travailler. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, je pense que le gouvernement passe à travers de tout ça. Et c'est dramatique parce qu'on a des gens qui sont diplômés, compétents, vaillants, qui ont une excellente ouverture d'esprit, et on ne s'en occupe pas.
Et ça c'est dommage, parce que, avec des bacs plus 5, une certaine ouverture d'esprit, voilà. Mais par contre, il ne faut pas caricaturer, ce ne sont pas des gens qui mangent du bio, qui sont des bobos, ça n'est pas vrai. Non, mais pas tous. Mais Monique Dagneau, restez avec nous, Paul. Monique Dagneau va vous répondre et vous pouvez dialoguer d'ailleurs. Alors, bien sûr, monsieur dit qu'il est agriculteur, sa fille est ingénieure, elle a énormément travaillé, elle était bonne élève, on en trouve évidemment. Mais si vous regardez les statistiques, si vous prenez des élèves de 6e, selon leur milieu social, s'ils ont des parents profs ou des parents cadres supérieurs, 40% d'entre eux auront ce fameux bac plus 5 ou plus. Et si cet enfant a des parents de milieu populaire, il aura même pas 10% de chance d'atteindre un jour ce niveau-là. Donc bravo pour votre fille. Oui, parce il y a bien sûr des enfants très méritants. C'est absolument. Ce que je voulais dire, c'est que c'était de la méritocratie, que le travail paye. C'est ce que je voulais dire, moi. Non, mais complètement, vous avez raison. À vos statistiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un partenariat qui se fait, c'est du tutorat, parce qu'il faut voir comment ça fonctionne. Ma fille est à l'INSA de Toulouse. Il y a un tutorat qui se fait, c'est-à-dire qu'elle revient dans son lycée d'origine pour un petit peu expliquer par quelle filière il faut passer pour pouvoir intégrer les écoles d'ingénieurs. Quand on intègre l'école d'ingénieurs, en première année, on a un parrain qui est en deuxième année, qui lui-même a un parrain en troisième année, qui lui-même a un parrain en quatrième année, qui lui-même a un parrain en cinquième année, qui lui-même a un parrain qui est déjà dans la vie active. Et cet ascenseur social-là marche très bien. Et on a des gens qui aident justement à ne pas se tromper. Ce qui fait qu'il y a un taux de réussite qui est assez exceptionnel parce que justement, ils savent où ils mettent les pieds. C'est pour ça, c'est tout. Je ne me pose pas, vous avez vos statistiques. Non, mais c'est vrai, bien sûr. La méritocratie fonctionne. Les gens qui travaillent arrivent à intégrer ces écoles-là. Sans passer par les classes prépa parce que ça coûte cher. Il y a aussi l'aspect financier parce que nous, on ne pouvait pas payer une école privée. Donc il faut savoir... Elle a fait directement une école d'ingénieur sans prépa dans le privé. Non mais c'est vrai, bien sûr. Elle a fait l'INSA de Toulouse qui est une très très bonne école d'ingénieurs. Et nous on l'a accompagnée autant que faire se peut sur le logement et autres, mais on n'avait pas les moyens financiers énormes. Non mais et ça c'est vrai que c'est un obstacle, évidemment, parce que les écoles avec les prépas ça coûte très cher. Et les écoles de commerce comme les grandes écoles, ça coûte horriblement cher. On dit que le système français est plutôt pas mal, gratuit effectivement, à l'université. Où c'est pas très cher, mais dans les autres écoles, c'est 10-15 000 euros par an, quoi. Bien sûr, non, mais ça dépend effectivement des écoles. Si vous faites normal sup, vous êtes payé pendant votre scolarité. Si vous faites Polytechnique, vous l'êtes aussi. Mais c'est vrai que ce que monsieur indique, il y a aussi une question financière. Et je ne nie absolument pas qu'il y a une partie des jeunes très méritants et dit vaillants, c'est vraiment le terme, qui arrivent à s'en sortir. Surtout une école d'ingénieurs. Une école d'ingénieurs, c'est encore beaucoup plus difficile, sans doute, que quand même une école de commerce où il y a des compétences sociales qui sont demandées. Compétences et des capacités de chacun. Bien sûr. Mais ensuite, qu'une partie de ces jeunes, alors surtout avec le Covid, se retrouvent aujourd'hui dans une situation déclassée, c'est absolument évident. Surtout s'ils sortaient juste de l'école. Et à ce moment-là, avec le Covid, les choses se sont inversées. C'est-à-dire, ces jeunes très brillants étaient happés par les entreprises avant le Covid, même peut-être avant même la fin de leur scolarité. Avec le Covid, il y a évidemment les entreprises, avec le manque de visibilité, s'engagent beaucoup moins facilement dans des recrutements. Et donc, bien sûr, une partie de ces jeunes vont se sentir... espérer provisoirement très déclassés et ensuite leur situation se restaurera, mais on comprend très bien qu'ils ont une vision optimiste malgré tout, même si vous l'avez fait un peu avant le Covid, ils ont une vision quand même optimiste des choses, de l'évolution de notre société, ces jeunes? Ou pas. Ces jeunes, je dirais, un peu par essence, sont dynamiques et en rapport optimiste à l'existence. Alors, sur notre société, pas nécessairement, parce qu'il y en a une partie qui est plutôt pense qu'on est dans une société, et à juste titre qu'on est dans une société très inégalitaire, le perçoivent bien. Et je vous dis, en tout cas, ceux qui se sentent très déclassés, il y en a une partie qui vont voter à l'extrême gauche. Une grande partie a voté Macron, parce qu'il représentait bien un centre qui correspond à la vision de ces 20%, mais en même temps, on peut imaginer qu'une partie aujourd'hui, justement, avec le déclassement et l'accentuation des inégalités sociales liées au Covid, eh bien, en fait, ils vont plutôt se déporter plus vers la gauche ou le mouvement écologiste. Le mouvement écologiste, quoi. Absolument. Alors, le mouvement écologiste, ça, c'est très intéressant. C'est vraiment là
où ils recrutent, enfin la pensée écologique. Alors d'après nos données, plus vous avez un niveau élevé d'études, plus vous êtes par exemple dans une filière d'élite, en ayant fait une classe préparatoire, plus vous vous sentez proche des écologistes. Ça ne veut pas dire que vous allez voter pour le parti écologiste, parce que c'est encore un autre sujet. En tout cas, des valeurs. Mais les valeurs, oui, tout à fait, et qui se traduisent dans le mode de vie tel qu'on l'a décrit dans... Et qui peuvent opérer des changements peut-être demain dans la société, quoi. Oui. Avec, par exemple, cette mondialisation sans frontières qui a engendré, même si évidemment il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, on le voit en fait tous les jours, avec moins de travail, moins d'emploi en fait autour de chez soi. Eux, ils vont peut-être réfléchir en fait à ça, non ? Mais écoutez, effectivement, par exemple, ils ont un modèle de consommation dont je dirais qu'il est un peu plutôt frugal, plutôt sobre. Ouais. Ils ne sont pas du tout dans la superconsommation ostensible qui se pratiquait il y a une quinzaine d'années et qui se pratique évidemment encore dans d'autres milieux. Ils sont, enfin, le pari que nous faisons, Jean-Laurent et moi, c'est que, en fait, ils seront quand même très moteurs par leur vision du monde au moment, alors à la fin du Covid, et aussi dans la perspective de la transition écologique, parce que c'est véritablement leur sensibilité. Mais il faudra qu'ils renoncent au billet d'avion, quoi. Oui, oui. Absolument. Ouais, ça c'est. Non, mais bien souvent, il ne faut pas être en contradiction, quoi, bien souvent. Alors, vous avez raison. Ça, c'est un bon sujet. Parce qu'ils sont prêts, effectivement, à modérer leur consommation sur beaucoup d'aspects, en particulier sur la voiture, parce que peu utilisent vraiment la voiture. Par contre, il y en a beaucoup qui disent « Ah oui, sur l'avion, ça c'est compliqué. » Et sur le numérique aussi. On parle beaucoup de souveraineté, du retour au local, de souveraineté française. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont enclins justement au circuit court et à faire en sorte que le local reprenne le dessus ? Ah oui, ils sont véritablement des adeptes du circuit court, et puis de tous les produits bio, disons effectivement, l'agriculture sans engrais, tout ça, c'est... Le 100% français ? 100% français. Franchement, ils ont quand même une vision assez internationale des choses. Et on n'a pas entendu ce slogan chez eux. Cette mobilisation. Mais par contre, tout ce qui concerne effectivement un mode de vie plus frugal, et en particulier en matière d'alimentation, effectivement, ils sont plutôt moteurs. Bon, tout le monde le dit d'ailleurs, c'est pas très nouveau comme découverte. Mais on pense que dans une transition vers un autre monde, ou un monde meilleur, ils seront sans doute, par certains aspects, très moteurs. Voilà, génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France. Monique Dagneau avec Jean-Laurent Casselli. C'était aux éditions Odile Jacob. Merci. C'est passionnant. Oui, c'est passionnant. Et c'est la transition toute